Ok, bah, il a combien le bien en question? Elle me dit 17 000 euros. Après, je dis, comment ça, 17 000 euros, c'est pas possible. Parler de la place de parking là. Donc, tu as choisi l'immobilier. Qu'est-ce qu'a fait déjà quand tu avais ces différents piliers? Tu as parlé des différents piliers qui étaient en face de toi, la bourse, la crypto, je sais pas, mais qu'est-ce qui a fait que tu as été dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a rassuré? J'ai commencé à faire mes premières recherches. C'était un peu compliqué la première année parce que je trouvais pas le bon produit d'investissement. Qu'est-ce qui fait que t'as pas trouvé? Bonjour Yann. Bonjour à toi. Trop bien de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Bon, tu vas mieux te présenter que moi, mais en tout cas, c'était cool de faire cet épisode-là, d'avoir un membre d'AM Capital qui va parler de ses investissements avant d'être ici. Et pour moi, en tout cas, rapidement, hein, mais c'est super important d'avoir des collaborateurs qui sont en contact des clients, qui ont déjà investi, qui ont déjà eu l'expérience d'un investissement. Et en l'occurrence, tu en as fait même plusieurs. Parce que... très partisan de voilà, si tu dis à un client fais-le, qu'est-ce que ça fait dans le ventre au moment où tu investis, toi tu sais ce que ça fait dans le ventre, donc tu mesures tout investissement que tu proposes et tout projet que tu proposes d'actifs à nos clients, parce que évidemment tu te projettes à chaque fois et tu te dis est-ce que moi je l'aurais fait, oui, non, mais bon, je vais pas spoiler les gens. L'objectif c'est que on revienne à la jeunesse, c'est-à-dire vraiment si ça te dérange pas, reviens même du coup à ton parcours de sportif, parce que je pense que c'est intéressant, et remonte un petit peu les années qui t'a amené, tu nous fais un petit flashback, et qui t'a amené avant même pas ton premier jour où tu as investi, mais je pense le premier jour où soit tu as découvert l'immobilier, soit tu as eu le flash de je veux investir, tu vois. Et après, comme ça, les gens ils comprennent le cheminement qui s'est passé dans ta tête. Et après, évidemment, moi, je vais te poser plein de questions sur ton, comment dire, sur comment ça s'est passé, comment tu as déployé, parce que tu n'es pas passé par une société d'investissement clé en main. Tu as fait tout seul. D'ailleurs, aujourd'hui, tu vas nous dire pourquoi tu es prêt à passer par une société clé en main après l'avoir fait tout seul, parce que je sais que c'est dans les tuyaux. Mais voilà, est-ce que ça te va? Ouais, c'est parfait pour moi. Vas-y, laisse revenir à la jeunesse. Écoute, je vais essayer d'être clair et essayer de synthétiser, mais avoir le plus d'informations possible. Comme tu l'as dit, moi je suis issu du sport, je suis issu du foot, je fais ça depuis que j'ai 5 ans. J'ai joué professionnel, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc ça a été un peu mon parcours jusqu'à mes 24 ans. J'ai toujours vécu de ça. J'étais pas du tout intéressé par tout ce qui était investissement, etc. Moi, c'était vraiment que le foot. Tu as fait des études? Parallèle, j'ai fait une licence langue étrangère appliquée. Avant ça, j'avais fait un bac STG que j'avais validé d'ailleurs pendant que j'étais à l'étranger, quand je jouais pour une équipe anglaise qui s'appelle Wolverhampton. C'était assez compliqué, enfin bref, mais en tout cas, j'avais passé mon bac à l'étranger, tout seul, sans prof. Et bref, ensuite, je suis revenu en France après plusieurs pays visités, on va dire, à l'étranger. Et pendant la période de Covid, j'ai eu un déclic parce qu'en fait, tout s'est arrêté. Et je me suis dit, en fait, si tout s'arrête, quelque part, j'ai plus de rentrée d'argent. Donc c'est là qu'est venue, entre guillemets, cette réflexion par rapport à l'investissement, comment je pouvais commencer à générer des revenus de manière, entre guillemets, passive, même s'il y a toujours du travail. Et par la suite, il y a plusieurs secteurs qui se sont présentés à moi, que ce soit la bourse, que ce soit les crypto-monnaies, mais l'immobilier aussi. Et en parallèle, moi, j'avais ma petite sœur qui avait eu la même réflexion. Donc on a commencé à en discuter entre nous. Et elle a commencé à me parler d'immeubles de rapport. Et moi, j'avais un peu cette vision de comment ça, un immeuble? Tu peux pas acheter un immeuble entier, tu vois. Après, elle m'a expliqué que non, il y a des immeubles de rapport que tu peux acheter au prix d'un appartement parisien parfois, en province. Ensuite, on a pris une formation, elle et moi, que j'ai dévorée avant elle, parce que j'avais vraiment faim, j'étais vraiment intéressé par ça. Et par la suite, j'ai commencé à chercher des formations en ligne. Et à te former. Ouais, à me former quand même, parce que je savais que l'investissement immobilier, c'était quand même quelque chose de sérieux. Tu t'engages sur 20 ans. Et ça fait partie des craintes que les clients qu'on rencontre peuvent avoir. Du coup, moi, je comprends parfaitement quand on a des clients qui sont un peu craintifs au départ. Et comme je t'ai dit, j'ai fait une formation en ligne. Par la suite, j'ai commencé à faire mes premières recherches. C'était un peu compliqué la première année parce que je ne trouvais pas le bon produit d'investissement. J'avais la bonne stratégie, mais je n'arrivais pas à trouver le bon bien. Je te coupe parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que t'as pas trouvé? Est-ce que tu as réussi à analyser le 1 an avant de vraiment te positionner sur un bien? Au départ, je pense que par rapport à ma capacité d'analyse, j'étais pas encore au point.
Donc du coup, parfois, je perdais un peu de temps sur des biens qui n'étaient pas forcément pertinents. Et c'était que pendant la visite que je me rendais compte que c'est pas un bien qui serait Tu as fait intéressant. ton apprentissage sur le terrain, je Ouais, pense. ouais, clairement, clairement. Et ta sœur, elle avait pas trop le temps de se former, donc c'était vraiment toi, Non, ouais. avec son travail. Ouais, c'était vraiment que moi. Ok, Moi, bon. j'avais un peu plus de temps libre qu'elle, vu que je faisais C'était du sportif. foot. Ouais, Et je suppose que de toute façon, en fait, vous vous complétiez, c'est-à-dire que toi, tu avais le temps. Et tu avais le temps de te former, le temps de faire les visites, mais elle a amené le CDI vu que toi, tu étais sportif. exactement. C'est votre bonne combinaison. Ouais, t'as un peu anticipé ce que Ouais. j'allais dire. La stratégie qu'on avait, c'était la SCI. Pour ma part, c'était obligatoire parce que j'avais un statut CDD. J'avais jamais eu de CDI jusqu'à il y a très peu de temps encore. Donc, pour investir et être, on va dire, crédible et solide vis-à-vis de la banque, il fallait quand même une SCI et leur montrer aussi que je m'étais intéressé au sujet, que je savais de quoi je parle, je savais pourquoi je voulais faire une SCI, pourquoi une SCI. Donc, sur ça, on était rodés et pour moi, c'était la meilleure manière d'investir. Ok, là c'est super intéressant. Je vais essayer de me souvenir de tous les sujets, mais je trouve qu'on a été un peu rapidement, surtout pour les gens qui vont regarder ça. Donc je voudrais vraiment revenir. Donc tu t'es pendant le Covid, tu te rends compte que, bon, toi encore plus, t'es sportif, moi aussi je l'étais, donc je comprends absolument. Tu comprends que ça a une fin. Quand on arrive vers tes âges, on est rarement vers une pente monte descendante. Et donc tu as compris ça. Donc tu as choisi l'immobilier. Qu'est-ce qu'a fait déjà quand tu avais ces différents piliers? Tu as parlé des différents piliers qui étaient en face de toi, la bourse, la crypto, je sais pas, mais qu'est-ce qui a fait que tu as été dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a rassuré? Est-ce que c'est uniquement ta sœur, comme tu l'as dit, ou qu'est-ce que tu aimais là-dedans? Par rapport à l'immobilier, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que l'immobilier, ça a traversé l'épreuve du temps. L'immobilier, c'est là depuis toujours. Et tu auras toujours des gens qui auront besoin de se loger. Alors que quelque part, la bourse, certes, ce sera peut-être toujours là, on ne sait pas. Mais ça dépend de beaucoup de facteurs, d'entreprises qui vont peut-être échouer ou pas. Ça dépend de la décision d'un chef d'entreprise qui sera peut-être bonne ou pas. Pareil pour les crypto-monnaies, c'est très cyclique. Donc, quelque part, l'immobilier par rapport à ça, C'était beaucoup plus terre à terre et concrètement, beaucoup plus ouais, tangible et palpable. exactement. Ouais, moi je suis d'accord. Enfin après, ça je pense que c'est juste des appétences et qu'il n'y en a pas un bon, mais enfin un mieux que l'autre, mais c'est aussi des personnalités. Et même si d'ailleurs on est plus agressif à aller sur de la crypto ou à aller sur de la bourse, mais c'est sûr que l'immobilier, c'est devant toi. Exactement. Tu le vois. C'est palpable. Ouais, tu te dis bah ça va pas partir. Comme tu l'as dit, c'est pas comme on a vu Trump qui s'amusait à mettre des tweets ou Elon Musk qui s'amusait à mettre des tweets pour jouer avec le Bitcoin. En fait, c'est juste sur un tweet d'un mec que ça va monter. Est-ce que j'ai envie de mettre mon destin dans la main de ce mec-là? Après, si tu as le temps de jouer à ça, regarde, il y a même des collègues qui ont gagné de l'argent avec ça. Ah, moi, j'ai joué, hein. J'ai gagné de l'argent même avec ça. J'en ai perdu aussi. Mais on va dire que sur le long terme, Ouais, c'est dur de se je projeter. suis beaucoup plus à l'aise avec l'immobilier. Ouais, exactement. Ok, super. Donc, c'est ça qui t'a rassuré. Ça, c'est intéressant. C'est un bon sujet, ça. Quand tu as fait la formation, je vais pas te dire moi de mon côté, parce que moi aussi, j'ai commencé avec des formations, mais il y a longtemps, très longtemps. Comment tu t'es senti à la fin de la formation? Je sais même pas qui t'a pris d'ailleurs. Comment tu t'es senti à la fin de la formation? C'est qui déjà? C'était Club Immobilier. Guillaume et Émilie Malguir. Ah oui, ok, c'est bon. Ouais, c'était avec eux. Bah, honnêtement, à la fin de la formation, j'ai quand même beaucoup appris, je vais pas mentir. J'ai quand même beaucoup c'est bien, appris. c'est bien. Mais par contre, je pense qu'il manquait quelques compétences quand même. Est-ce que tu penses qu'il manque des informations dans le contenu, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le terrain? Tu vois, là, je suis vraiment objectif, parce que moi, je vais être beaucoup plus dur avec les formations que j'ai prises. Mais là, tu m'as dit que tu t'es senti quand même formé à la fin, donc c'est top. Ça montre qu'il y a des gens qui font bien leur travail. Mais c'était quoi ce manquement à la fin? Bah, clairement, moi, je pense qu'ils ont très bien fait le truc. Ils ont très bien monté leur offre. C'est que c'était par pack, en fait. C'était par une partie sur les travaux, une partie sur le financement. Et du coup, en fait, pour être formé de manière complète, il fallait du coup prendre toutes les formations. Et du coup, j'allais pas non plus mettre tout mon argent dans leur formation. Donc, j'ai pris ce qui était pour moi le plus pertinent et le plus nécessaire avant d'investir. Du coup, la stratégie, les travaux, les recherches par rapport aux immeubles de rapport. Mais après, il y en a que j'ai un peu délaissé, tu vois. Ok, donc c'était ok, très bien. Là, c'est intéressant parce que tu vois, par exemple, moi j'ai fait les formations. Je sais pas si on peut les citer. Au pire, on les bipera, mais j'ai fait Hanouna. J'ai fait un gars, je me rappelle plus. C'est un ancien banquier. Il est rasé, chauve comme moi. Pierre Ollier, non? Ouais. J'ai fait un troisième. Je me rappelle plus. En vrai, j'ai été frustré à chaque fois. J'étais frustré. Je regrette pas parce que ça m'a
au moins ouvert les yeux et j'avais déjà les yeux ouverts sur l'immobilier, mais ça m'a permis de faire une liste de questions. Tu vois, j'ai regardé, j'étais frustré, il me donnait pas l'info, mais ça me donnait les questions qu'il fallait que je trouve les réponses pour être prêt dans l'immobilier. Il me les donnait pas, mais je trouve que du coup, le positif, ça a été ça, tu vois. Mais par contre, moi, je me dis, mais quel est leur business model à ces gens-là? Moi, je connais pas trop de formateurs, hein, quelques-uns, et du coup, ils m'intéressent pas trop, honnêtement, parce que je trouve que c'est un peu vide souvent. Et d'ailleurs, quand tu vois les mecs qui te vendent de la formation, mais ils ont 600 000 euros de patrimoine, ce qui est très très bien, hein, mais pas de la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont, il y a un monde. Et ouais, je trouve ça vide un peu. Et du coup, je me demandais, mais est-ce que c'est le business model? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent te vendre du clé en main derrière? Est-ce qu'ils font exprès de faire de la rétention pour te revendre des produits et des upsells derrière? À un moment, je réfléchis, hein, je te jure. Là, on est en train de le faire en ce moment pour M Capital, de faire une bibliothèque pour éduquer nos clients. Ça va être une valeur incroyable. Je l'ai montré à des potes. Ils m'ont dit, mais si tu l'en mets sur une plateforme de... Genre, il n'y a pas une formation qui fait ça. Et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Je t'avoue que ça me ferait un peu mal aux fesses de faire de la formation, tellement j'ai craché sur eux. Mais en tout cas, j'ai pas encore trouvé une formation qui, tu sors, tu te dis, oh, je suis prêt. Ouais. Après, il me manquera de l'expérience terrain, peut-être parfois des coronesses, mais au moins j'ai les informations. Tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et t'as fait des séminaires ou des moments, des temps d'échange avec des investisseurs? T'avais déjà fait ce genre d'événement? Je l'ai fait une seule fois, honnêtement, mais j'ai pas tiré beaucoup plus de valeur que ça. Ah ouais? Une journée complète, t'as fait? Non, j'ai fait une soirée et c'était... Tu rencontres des gens, c'est super intéressant, t'échanges avec des profils différents, mais honnêtement, par rapport au stade où j'étais, j'ai pas... T'avais déjà avancé, t'avais déjà fait des choses? Déjà avancé, ouais. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'ai eu la même idée. Et en toute humilité, j'ai pas pris du coup les gens de haut ou quoi que ce soit, mais j'ai senti en termes d'état d'esprit, si j'avais pas acheté zéro, j'avais déjà acheté l'immeuble de mon ancienne structure, mais sinon, j'avais rien acheté. Mais j'étais déter comme jamais. Hein. Ouais. Et j'ai déjà senti qu'en termes de mindset, j'étais déjà trop loin. Tu vois? Vraiment. Hein. Mais d'ailleurs, le formateur, sur ma première levée, j'étais déjà largement au-dessus, tu vois. C'est là aussi, je me suis dit, ouais, du coup, ces mots, bon bref, ça perdait un peu de crédibilité, mais j'ai senti en termes d'état d'esprit. Mais je pense par contre que ça doit exister, ou alors c'est un truc à faire, tu vois, de faire, parce que quand tu parles avec des investisseurs qui sont vraiment concentrés, qui sont concrets, qui réfléchissent, qui avancent dans leur patrimoine, qui vont sur des opérations de plus en plus grosses, quand tu fais ce genre, alors moi je fais pas d'événements comme ça, juste je me retrouve dans des conversations, dans des repas. C'est incroyable, mais à chaque fois on se dit non, là faut qu'on parte un week-end, qu'on expose nos problématiques, qu'on se galvanise, qu'on fasse des projets ensemble. Après bon, t'es happé par ton travail et par ta boîte, mais je pense que ça doit exister ce genre d'événement, et comme on a fait avec Paco, tu vois, c'était quand même intéressant quand même. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En vrai, par rapport à l'événement de Paco, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des personnes qui ont fait ce que moi j'ai envie de faire pour mon prochain investissement. Et là, c'était vraiment intéressant pour le coup. Parce que là, ça t'aide à te projeter. Exactement. Une vraie, tu poses beaucoup de questions. Eux, ils l'ont déjà fait. Ils vont te donner les tips, etc. Donc là, c'est vraiment important. Là, j'ai tiré beaucoup de valeur d'eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait ce que j'ai envie de faire. Et je pense que quand tu as déjà fait quelque chose et que tu te retrouves dans un événement qui explique en gros ce que tu as déjà fait toi. Ouais. Et ce qui était bien dans l'événement Paco, c'est qu'il y avait une mixité du coup. Parce que je pars du principe que si toi, tu as besoin d'être tiré, l'énergie, le monde fait que toi aussi tu dois tirer des gens. C'est l'équilibre. S'il y avait que des gens qui nous, ça marcherait pas mathématiquement. Mais c'est ça qui était bien, je trouve, à l'événement de Paco, c'est qu'il y avait de tout, de types de niveaux. Et du coup, les conversations étaient plutôt enrichissantes. Très bien. Donc tu prends ta décision avec ta sœur, tu te formes. Donc là, tu te lances. Comment tu choisis ta zone? Comment tu définis ton budget? Comment tu te dis, vas-y, je vais me lancer? Comment tu fais ton plan d'attaque? Déjà, j'ai commencé à faire des recherches au départ dans France entière. Je regardais France entière et il y a des secteurs qui revenaient assez souvent, notamment le Nord. Et je voyais des immeubles de taille importante à des prix parfois très très bas. Du coup, je me suis axé dans le Nord et je voyais il y avait pas mal d'immeubles à vendre. Donc je me suis dit, on va rester dans ce secteur-là. Et ensuite, moi, j'avais vraiment, comme on dit, la dalle, tu vois. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais aller dans une ville, même si elle est toute petite, c'est pas grave. Tant qu'il y a banque, gare, de quoi faire ses courses, etc., il y aura toujours des gens qui seront prêts à louer le logement s'il est qualitatif. Donc, je me suis axé, comme je dis, dans le nord, plus précisément frontière belge. Du
coup, dans la ville où j'ai acheté à Vennes-sur-Helpe. Et j'ai commencé à faire des recherches là-bas. On a fait des visites avec ma sœur. Et en fait, un jour, on était parti visiter un bien. Finalement, ça s'était pas fait. Mais en parlant avec l'agent, elle nous avait dit qu'il y avait un bien qui allait rentrer, qui n'était pas encore sur le marché. Mais en parlant avec l'agent, elle nous avait dit qu'il y avait un bien qui allait rentrer, qui n'était pas encore sur le marché. Et je lui ai demandé, il était où? Elle m'a dit, il est juste là en bas de la rue, si vous voulez, on peut y aller, j'ai les clés. Je suis parti voir. Je vois 4 murs, on rentre, etc. Il y a tout à faire à l'intérieur, il y a tout à créer. Il y avait juste de l'eau. Du coup, il fallait en créer un 3e pour booster la rentabilité. Et à la fin, je demande, ok, il a combien le bien en question? Elle me dit 17 000 euros. Après, je dis, comment ça, 17 000 euros? C'est pas possible. Vous parlez de la place de parking là. Moi, je me suis dit, attends, mais 17 000 euros, comment ça, 17 000? Après, elle m'a dit, non, 17 000 euros, c'est le prix du bien. Je fais, ok, elle a combien la taxe foncière et tout? Ouais, 700 euros. Je dis, ok. Il y a déjà un artisan qui est venu chiffrer, etc. Après, elle m'a dit, non, mais j'en connais un, si vous voulez. Je vous passe son contact. Aujourd'hui, c'est mon artisan. Et d'ailleurs, je passe le bonjour si jamais il tombe sur la vidéo. Et il m'a fait un devis. Pas cher ici. Au final, on s'en sort pour moins, pour le prix d'un studio, même pas à Paris, tu vois. Donc, je dis à l'agent immobilier directement, écoutez, le mettez pas en annonce, je vais me positionner dessus. Et après, je fais les démarches avec la banque. Au départ, quand j'ai présenté le dossier à la banque, j'ai dit 17 000 euros. Il m'a dit, oh là là, c'est quoi cette opération là? Vous achetez une cabane? Vous voulez défiscaliser tout votre patrimoine? Qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Après, j'ai dit, non, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Donc, je fonce dessus. Il m'a dit, ok, pas de souci. Le financement, il s'est fait de manière smooth, comme on dit en anglais. Ça s'est fait très facilement. Et j'étais content de faire ce premier investissement-là. Aujourd'hui, je regrette de l'avoir vendu parce que je l'ai vendu il n'y a pas longtemps, mais je devais le vendre. Donc, c'est pas grave au final. On va revenir là-dessus. Mais c'est trop marrant que tu me dises que tu as découvert ce bien à travers une visite qui a servi à rien. Et c'est que moi, ce que je dis souvent aux équipes, et même à titre personnel, des belles affaires que j'ai fait à titre perso, pas que, c'est pas le seul moyen, mais j'ai fait des belles affaires alors que je venais pas pour ce bien. Tu vois, même pour les clients, ça m'arrive très très souvent. Exactement la même chose que toi. Attendez, je vais chercher les clés à l'agent, je vais faire visiter ça. Pour te dire un jour, je vais juste te raconter une histoire personnelle qui était plutôt, je trouve, qui était cool. En gros, dans l'Essonne, un office notarial magnifique, ancien office notarial, ils n'arrivaient pas à le vendre, c'était pendant le Covid. Ils en voulaient trop cher, les gens faisaient attention à leur argent, achetaient un bâtiment à 1,2 million pendant le Covid avec autant de travaux. Bon, il y a un peu moins d'acquéreurs, on va dire. Donc là, elle a commencé à le découper. Et donc, il fallait se projeter parce qu'il y avait juste même pas, parfois il y avait de la craie, parfois il n'y avait même pas. Elle rentrait dans une pièce et dit ça c'est un studio, ça c'est un T2, ça c'est. Donc il fallait juste se projeter, regarder. Et moi j'y suis allé pour un local commercial en bas et j'aimais pas. Il y avait des murs par terre qu'on pouvait pas bouger. Je dis ah non, ouais, mais je comprends bien que c'est le dernier, il est pas ouf, tu vois. Et mais je peux quand même visiter, faire un tour. Et là, j'arrive dans un studio, je fais ouais, je suis amoureux. Toi, tu le connais, c'est mon bien dans le 91. Je vais pas donner le nom comme ça ici, là. Je vais donner mes villes pépites. Mais celui avec le filet suspendu. Voilà. Là, tu vas bien biper par contre. Biper. Et quand je rentre dans l'appartement, je vois celui-ci. Elle me dit non, monsieur Fabry, je vous ai déjà dit que tout était vendu. Elle me dit par contre, c'est un mec qui m'en a pris 5. 5 ? Ah, il est cardio, lui. Ouais. On monte à l'étage. On monte, et là on arrive, et là je vois un appartement, moi j'en vois 2. Je dis mais là on peut en faire 2, il y a la possibilité de rediviser. Oui, on avait la possibilité de rediviser. Ok, celui-ci il m'intéresse aussi. Je remonte à l'étage, il y en avait encore un, mais après ma femme m'a tapé sur les doigts sinon. Mais il était incroyable d'ailleurs celui-ci. On a l'impression d'être dans le jeu vidéo là, Assassin's Creed là, sur les toits et tout, c'était trop stylé. Je voulais trop l'acheter celui-ci. Elle m'a dit tu choisis en bas ou en haut, j'ai dit je suis à perte. C'est pas grave, j'ai choisi celui du bas. Et c'est ça qui est ultra bien, c'est du coup j'ai créé le lien avec l'agent. Ça s'est super bien passé. Et derrière, elle m'appelle 3-4 jours après, elle me dit monsieur Fabry, j'ai une bonne nouvelle. J'ai vu, vous avez eu le coup de cœur. Il y a une mauvaise nouvelle pour moi, mais une bonne nouvelle pour vous. Il a eu le refus de prêt sur les 5 appartements sur lesquels il s'était positionné. Est-ce que vous êtes chaud? Ah ouais. J'ai dit moi je vous prends celui d'en bas et j'ai un client j'ai 2 clients pour les 2 duos. Et bam. Et je venais pas pour ça. Et la visite, quand je vois la visite, j'arrive devant, je fais 20h, je pourrais être chez moi ou en train de faire autre chose. Je suis à perte avec cette visite. Mais non, tu vas au bout des choses, tu crées le lien. Et en vrai, elle a eu envie de te proposer celui-ci. Si tu avais été un gros con au début de l'entretien, si tu n'y allais pas avec la bonne énergie, si tu étais juste déçu en mode il est nul cet entretien, je suis venu jusque dans le nord. Non, et je trouve que c'est ça, tu vois, c'est un message qui est important. C'est la fréquence que tu as, l'énergie que tu as, et elle est trop importante. C'est-à-dire que tu attires les bonnes choses. Tu vois ? Mais totalement. En plus, c'est marrant que tu parles d'énergie parce que pour mon deuxième bien, ça a été plus ou moins la même chose d'ailleurs. Vas-y, raconte.
En fait, pour mon deuxième bien, à la base, je venais faire le suivi des travaux du premier. Du coup, pour mon deuxième bien, je l'ai acheté dans la même ville. Sauf qu'il est beaucoup mieux placé. Et il est plus conséquent aussi. Et en repartant chez moi, je montais dans ma voiture. Et en repartant chez moi, je vois une agence immobilière en face. Et je me suis dit, mais attends, mais je viens tout le temps ici. Je suis jamais rentré dans cette agence et tout. Vas-y, je vais aller, je vais me présenter et tout. Je vais faire genre. Du coup, je rentre. T'es un investisseur. Ouais, j'avais acheté un seul bien. Mais t'as maxé. Hein. Du coup, maintenant, je rentre dans l'agence. Je dis, bonjour, je suis un investisseur de Paris, etc. Je voulais savoir si vous aviez des biens en vente qui peuvent être intéressants, etc. Des immeubles de rapport de préférence. Il me montre les immeubles qu'il a en annonce. Je dis, ok, c'est pas mal et tout, mais il n'y en avait aucun qui me faisait, là, je le veux. Et au moment où j'allais partir, il me dit, attendez, parce qu'il y en a un qu'on n'a pas fait rentrer. Du coup, les deux que j'ai eu, je les ai eu en off. Il m'a dit, c'est un immeuble de rapport, il y a un local commercial, 6 appartements, etc. Il est conséquent, il est sur la place principale, là où la flamme olympique est passée du coup, l'année dernière. Ouais, exactement. Et il me dit, celui-là, je ne l'ai pas encore fait rentrer. Déjà, moi, il me dit 6 appartements à local commercial. Déjà, dans ma tête, je me dis, celui-là, je pense pas que je l'aurai. Je pense que là, ce sera beaucoup plus important en termes de chiffres. Et je dis, ok, il a combien? Il me dit, ouais, 130. Je dis, 130 pour le local, il y a les 6 appartements dessus. Et il me dit, ouais, après, je dis, il est où Il me dit, là, regardez, là, on le voit à travers la fenêtre et tout. Je regarde, je dis, mais il est magnifique l'image. Après, il me dit, ouais, je sais. Après, je dis, vous savez quoi? Ne le mettez pas en annonce, je vais me mettre dessus. Et par contre, je ne savais pas que je pouvais me faire financer. Là, honnêtement, c'était vraiment un coup de. J'en ai parlé vite fait à mon banquier histoire de prendre la température. Il m'a dit écoutez, la rentabilité, elle est excellente. On a plus de 1000 € de cash flow, etc. Moi, ça me paraît faisable. Même si vous avez fait un projet l'année dernière, ça me paraît faisable. Je dis ah ouais du coup, j'ai fait les démarches, etc. Et au final, c'est passé. Ça a été quand même compliqué à un moment donné parce que les trucs commençaient vraiment à remonter et les conditions bancaires commençaient à se. C'est lui qui te le sort quand même? Ouais, il me le sort. Du coup, la même banque, LCL, je sais pas si on va biper ou pas. Genre. Du coup, Crédit Lyonnais. Et au final, ouais, mon deuxième bien, il s'est fait comme ça. Par contre, il m'a dit, et c'est là où parfois la chance, c'est vraiment important. Il m'a dit, si vous étiez venu, ne serait-ce qu'un mois après, l'opération ne se serait pas faite. Parce qu'il commençait vraiment à durcir les prêts bancaires et tout. Du coup, il m'a dit, là, le timing, il était parfait. Il n'y avait pas trop de travaux dans celui-ci? Si. Il y avait beaucoup plus en travaux qu'en prix d'acquisition. Parce que du coup, je l'ai acheté 110 000 avec une petite négo. Je l'ai acheté 110 000 et en travaux, il y avait 145. Et là, ça tourne bien. Celui-là, je le vends pas. Incroyable. Ah, celui-là, je le touche pas. Ok. C'est trop bien. Et donc, du coup, tu vois, c'est vraiment cool et c'est la puissance du. Je dirais même pas du off-market parce que parfois, il y a des superbes affaires, on le voit, il y a des superbes affaires qui sont en ligne. Il faut juste savoir les analyser, comment diviser les biens, comment les réaménager. Voilà, il y a plein de choses en ligne. Parfois, sous la méconnaissance de l'agent qui est en train de le vendre et nous, sur notre expertise. Mais je dirais pas le off, je dirais plus les relations que tu crées avec les agences. L'énergie, ta présentation, la façon dont tu t'es présenté, la façon dont tu... Je vais passer pour un gros con qui parle anglais, mais la façon dont tu as carry yourself. Genre, t'es arrivé et t'as eu un respect immédiat, ils t'ont pris au sérieux et ils t'ont proposé quelque chose en off-market avec un Parisien. Il y a plein d'agences qui auraient dit, ils auraient lancé la bouteille avec toi, mais ils auraient continué à faire leurs affaires derrière. Donc, et puis pareil, ils ont envie de te le proposer. On le voit, t'as des régions qui sont assez chauvins, tu vois. Tu prends Dunkerque, c'est bien. Hein, nous, on aime bien Dunkerque, on va avec les clients, mais on est obligé de bosser, on est obligé d'être sur le terrain pour prouver notre valeur, pour montrer qu'on est des gars bien et qu'ils aient envie de travailler avec nous. Parce que de base, allô, je suis une agence parisienne. C'est soit je te vends les merguez qui personne veut, soit je te vends les trucs trop chers de marchands de biens. Mais c'est assez dur d'avoir les bons produits. Ouais. T'as déjà eu d'ailleurs ce genre de... Tu t'es déjà trouvé dans des situations où c'était dur de pénétrer un marché, où tu sentais qu'ils étaient en train de te bullshit ou de te donner le produit pour le Parisien? Non, pas vraiment. Par contre, moi, il y a une chose à laquelle j'étais confronté, c'était mon âge, forcément. Tu vois. Même si, selon la personne qui va me regarder, peut-être je fais mon âge, peut-être je fais un peu plus, etc. Mais quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'immobilier, j'avais 24-25 quand je commençais à faire les recherches. Du coup, quand tu te présentes à un vendeur, tu as 24-25 ans, il ne te prend pas forcément au sérieux. Mais sinon, non, à part ça, il n'y a pas... Comment tu as fait du coup? Comment tu as pallié? C'est-à-dire la première fois, tu as senti que la personne ne t'avait pas pris au sérieux. Comment tu as géré pour les fois d'après? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as ajusté? Deux choses. Pour moi, tu disais la manière... J'ai amélioré mon style vestimentaire déjà. J'essaie de paraître un peu plus professionnel, plus présentable. Et ensuite, c'est dans les discussions, leur montrer que je savais de quoi je parle. Donc la formation, là, elle est vraiment, vraiment importante. Que ce soit une formation en ligne ou un mentor ou peu importe, mais que tu sois formé, que tu saches de quoi tu parles. Tu utilises les bons mots, le bon champ lexical.
les mêmes termes techniques, qui Exactement. voit avec qui. La personne en face, elle est obligée de te prendre au sérieux. Et après, si tu fais un minimum attention à toi, à la manière dont tu te présentes, parce qu'on dit il faut pas juger à livraison, mais c'est faux. Les gens, ils vont le faire. Biais cognitif. Ils vont le faire. Le cognitif, Donc, j'ai la conversation avec un autre fois qui je connais, qui d'ailleurs qui investit dans l'IMO, et lui il va trop loin, il abuse. Mais genre il va au rendez-vous bancaire, il met des lunettes alors qu'il a pas besoin de lunettes, ce con. Il met des. Mais il là, arrive, lui, il abuse. mais il arrive en tête d'un télo. Tu vois, chemise, met ses petites lunettes, il parle vite. Il fait des phrases où il parle très très vite. Quelqu'un qui parle vite, c'est quelqu'un d'intelligent. En tout cas, dans le biais cognitif. ok. Tu parles bien, tu parles vite. C'est waouh, il est vif d'esprit, lui. Tu vois, il y a plein de biais cognitifs comme ça. Par exemple, tu arrives, tu présentes ton dossier bancaire, tu fais ton dossier, tu mets des petites post-it sur chaque compartiment. Ta présentation, la présentation du projet, les documents. Et tu ranges, tu poses ça sur la table. Ils disent, ah, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de cadré. Alors que ça se trouve, tu l'es pas. Par exemple, moi, c'est pas une de mes plus grandes qualités, mais je le fais. Parce que quand j'arrive, ils disent, waouh, il a bossé son dossier. Et ça joue. Hein. Ça joue de fou. Moi, pour les 2 fois où j'ai fait ça, où j'ai fait un dossier bancaire, etc., avec une présentation, le quartier, un peu comme on fait ici, sauf que moi, je le faisais un peu en mode rapide. Ici, c'est vraiment carré, etc. Mais à chaque fois que j'ai fait un dossier de présentation à la banque, ils m'ont toujours dit, mais merci de me mâcher le travail. Parce qu'en fait, le banquier, c'est le game d'après, hein, si tu veux vraiment scaler en termes de financement, parce que c'est le financement qui t'aide à trouver les biens, on sait le faire maintenant. Et donc voilà, mais il faut se mettre à sa place. Surtout en plus dans la conjoncture actuelle, il gagne pas plus d'argent de te faire des crédits immobiliers, tu vois. Lui, il doit vendre des produits et il vend des produits juste grâce au crédit, parce qu'il sait très bien que c'est pour le faire venir quelqu'un dans sa banque, et je vais pas dans une banque déposer 500 000 euros en cash sur les comptes sans que tu vas me donner quelque chose, toi. Tu vois, c'est trop facile. Donc du coup, je vais lui demander un crédit. Donc c'est pour ça qu'il en fait. Mais il a un peu la flemme de le faire. Et du coup, il doit lui se défendre auprès de sa direction. On va devoir le défendre auprès de pôle immobilier, directeur de l'agence, comité régional, bref. Donc il faut qu'on lui mâche le travail. Il faut qu'on lui donne les informations que lui va devoir présenter. Donc en vrai, si toi tu arrives à le convaincre lui, maintenant lui il va convaincre les autres de la zone. Moi je fais même exprès de lui donner des arguments tout faits, des phrases toutes faites, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter la phrase. Tu vois? Et donc du coup, quand tu comprends, c'est du scoring en fait en banque. Je sais pas si tu avais déjà appris ça, un scoring bancaire. Donc quand tu comprends les critères, c'est à toi de faire en sorte de mettre les critères en face, d'amener du tangible à chaque fois. Et en vrai, ça, de toute façon, dans tous les cas, surtout quand tu es jeune en plus, tu vois, même le banquier en étant jeune, si t'as pas travaillé ton dossier avant d'y aller, il va se dire, mais il veut quoi lui? La suite, normalement, il doit acheter une résidence principale. Déjà, il doit pas acheter un investissement. Complètement. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Complètement. Ok, trop bien. Donc, revenons à tes premiers travaux. Donc là, en gros, tu fais ton offre. Tu as fait ton dossier à la banque, tu viens de nous le dire, tu présentes à la banque, tu n'as pas eu de difficulté sur le premier prêt? Non, ça va. Ça va. Vous prenez les décisions en commun avec ta sœur? Comment vous faites d'ailleurs dans les décisions? Ne te demande pas que c'est plus moi qui prends les décisions et elle me suit, mais elle me fait confiance. Elle me fait confiance. Et elle sait aussi que c'est moi qui ai créé la société. Et moi, je n'aurais jamais demandé de mettre 1 euro là-dedans. Parce qu'il y a ma soeur, il y a mon frère aussi dedans. Pour solidifier le dossier, et je voulais mettre mon frère et ma soeur qui, eux, avaient des CDI. Tu vois. Donc, du coup, ils me suivent. Ils me font confiance par rapport à l'analyse. Ma soeur, elle double-check aussi de son côté pour vérifier que j'ai bien analysé les secteurs, etc. Parce qu'elle sait le faire. Mais en général, ils me font confiance. Ok. Tu commences à faire les devis directement. Comment tu fais pour la partie travaux? Pour la partie tu fais une division officielle sur le 3e lot que tu crées? Ouais, division officielle. Tu peux nous parler de toute cette partie-là de planification avant d'être propriétaire? Ouais. Du coup, en fait, par rapport à la division officielle, il fallait du coup rajouter des compteurs. Forcément. Et c'est là que j'ai appris que Enedis, c'est long. Elles sont tellement longues. Ouais. Et forcément, t'as un chantier derrière qui avance petit à petit. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait Enedis, les compteurs. Ensuite, il faut les poncer. Il y a la colonne montante, etc., etc. Faire passer le consuel. Et là, t'as tout découvert en live. Ça, j'ai découvert en live. En plus, à distance. Ouais, à distance. Et heureusement que l'artisan qui a effectué les travaux, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Et aujourd'hui, c'est limite comme un grand frère. Il a été carré par rapport à ça. Il a même avancé certains frais administratifs. Il a tout géré de son côté. Et au final, ça s'est très bien passé. T'as eu de la chance, hein, tu sais ça. Ouais, franchement. Les travaux, c'est pile ou face. Hein. Ouais, franchement, sur ça, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, je le sais. Ouais. Et non, il m'a beaucoup aidé. Hein. Il m'a beaucoup aidé par rapport aux travaux. Il m'a conseillé aussi. Parfois, je lui disais, non, moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Il me disait, non, si tu fais ça comme ça,
derrière, il y aura ça comme conséquence. Moi, je te conseille plutôt de faire ça, etc. Ouais. Très pédagogue, franchement. Puis même au-delà de pédagogie, c'est, je suppose, parce que tu m'en as déjà parlé, mais en gros, c'est de dire, ok, toi, tu vois l'esthétique, mais moi aussi, je vois le pratique, je vois le côté durable. On est sur de la longue durée, Exactement. on est sur une certaine typologie client. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte quand tu fais ta rénovation. Ok. Et comment du coup tu fais? Donc c'est elle qui te fait rencontrer l'entrepreneur, l'agent. Comment toi tu connais pas l'immobilier? Comment tu sais que t'es pas en train de te faire carotte? Quand tu fais tes devis, toi tu sais pas qu'est-ce que tu devises? Ok, devise-moi un appartement. C'est-à-dire qu'il y a des petits malins, ils t'auraient chargé la mule, tu vois. Ouais. Bah, en fait, par rapport à ça, moi, j'avais regardé sur Internet, sur les pages jaunes ou sur société.com déjà, quand on m'a parlé de cet entrepreneur-là, est-ce que sa société, elle existe, etc. Depuis combien de temps elle existe? Est-ce qu'il est vraiment à effectuer ce genre de travaux? Est-ce qu'il est tout corps d'état, etc. Donc, j'avais fait mes recherches en amont pour éviter de me faire, entre guillemets. Et par la suite, j'ai vu qu'effectivement, c'est existant depuis longtemps. Et il m'a même montré des chantiers qu'il avait déjà fait. Et il m'a même passé les coordonnées des personnes avec qui il avait travaillé. J'allais te dire, Donc, il n'y a pas mieux de ça. Hein. Ouais. Donc derrière, tu voyais que c'était quelqu'un qui avait rien à cacher et qui n'était pas forcément dans l'urgence de prendre un chantier. Ok. Donc il a vraiment fait parce qu'il avait envie de le faire et parce qu'il voyait que mon projet il était intéressant. Moi, je trouve que c'est le meilleur critère. Tu prends un Ouais. entrepreneur et il te dit désolé, je suis pas disponible pendant 4 mois. Ça, c'est bon. Un mec qui te dit je peux commencer la semaine prochaine, Ouais. je trouve ça inquiétant. Ouais, Moi, alerte rouge. moi, ça me fait grave peur. Ok, trop bien. Donc, il te fait les devis, tu te sens encadré, tu te sens conseillé. C'est les devis que tu amènes à la banque, du coup. Ouais. Ok. Tu as eu des dépassements de travaux. Comment ça s'est passé les travaux? Des choses que tu n'avais pas forcément anticipées, prévues La pendant seule chose que j'avais pas anticipé ni prévu, c'était ce que je disais tout à l'heure par rapport au compteur. Faire passer le consuel, colonne montante, etc. Il y a juste ça que Tu j'avais as pas rajouté prévu. au niveau du budget sur cette partie-là. Ouais. C'est ça que j'ai rajouté au niveau du budget. C'était pas un gros billet, tout est relatif, mais c'était quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Ok. Et après, sur les chantiers, il y a toujours des petits imprévus. Mais ça, mon artisan, il a géré de son côté. Il a même réglé certains frais de sa poche. Non, Ok. franchement, il a Ouais, t'as été. vraiment beaucoup de chance. Il a été carré. J'ai eu Ah ouais, t'as beaucoup de chance. Hein. Moi, j'ai ma première expérience, je me suis fait escroquer, donc tu Ouais, vois, tu m'avais dit, ouais. c'est vraiment, t'as eu beaucoup de chance. Mais c'est bien qu'il faut des gens comme ça, heureusement. Ok, super. Donc très bien, tes travaux ils démarrent. Comment tu vas? Alors déjà, combien de temps tes travaux, comment dire, après quand tu es propriétaire chez le notaire, ils ont démarré au bout de combien de temps? Comment ça s'est passé les travaux? Comment tu as fait ton suivi de chantier à distance? Est-ce que tu as eu des émotions, des peurs, des moments un peu de stress? Que tu peux nous parler de cette période? J'avais pas forcément de stress par rapport aux travaux. Pas d'inquiétude ou de crainte particulière. Ça a juste duré plus longtemps que prévu. Parce qu'il y avait des petits imprévus, etc. Mais rien de très grave. Néanmoins, je pense que ça a duré, je crois, 5 mois. Lui m'avait parlé de 4 mois, ça a duré 5 mois, 5 mois et demi, quelque chose comme ça. Mais c'est plus Enedis. Enedis, c'était vraiment, vraiment long. Et c'est jamais le même interlocuteur avec qui t'échanges. T'avais pas un chargé d'affaires en direct? Non. Et moi, je faisais le suivi vraiment à distance. Je me déplaçais de temps en temps. Mais mon artisan, il m'envoyait des photos, des vidéos de l'évolution des travaux. Mais sinon, à part ça, rien de très, très grave. En tout cas, rien qui sort de l'ordinaire, on va dire. Les retards de chantier, c'est classique, je pense, surtout travaux de rénovation. C'est lui qui a géré les meubles, la cuisine, tout ça? Ouais, il m'a conseillé. Et ensuite, moi, j'ai validé la section des cuisines, etc. Après, il m'a aussi dit, oublie pas que tu fais ça dans tel secteur, qu'il n'y a pas besoin de mettre un gros budget pour cuisine, salle de bain. Tant que c'est propre, ce sera parfait pour la longue durée classique. Il m'a bien conseillé. En vrai, il avait raison. Pas besoin de mettre du marbre ou quoi que ce soit, tu vois. Quelque chose de propre, de qualitatif, qui dure, qui fera l'affaire. Pour la longue durée classique, c'est suffisant. Ok, très bien. Tes travaux sont terminés. Qui s'occupe de la mise en location. Comment tu t'es senti à la fin des travaux? Tu te fais livrer, mais ouais, je vais pas te spoiler. Comment tu t'es senti à la fin de cette fin de travaux? Honnêtement, Ouais. quand tout s'est terminé, il y a quelque chose en moi qui était mort. Parce que pendant la période d'acquisition, quand tu fais les recherches, pendant la période de travaux... D'ailleurs, c'est très intéressant. Dis-moi, reviens là sur toutes tes sensations pendant tout le process d'accompagnement. Ouais, ok. Alors, comment tu t'es senti vraiment depuis le début? C'était de l'adrénaline positive. Franchement, ça te drive. Même pendant la période de travaux, quand tu as des petits imprévus, que ton artisan il t'appelle pour dire ah là,
le plaquiste, il nous a lâchés, donc du coup, il faut en retrouver un. Donc le chantier, il tarde. Ça, c'était plus pour mon deuxième investissement. Mais c'est des moments où tu as un peu de stress positif, il y a de l'adrénaline que tu perds quand tout est fini. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de ça, de bon stress, tu vois. Et quand tout s'est arrêté, je me suis dit, et maintenant, il y a quoi derrière? Mais tu sais, c'est marrant parce que ça, c'est vraiment un truc de sportif. Parce que tu dis bon stress, pas les gens, pas les autres personnes, Yann. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et en vrai, je comprends les autres aussi. Hein. Parce que moi, je suis à peu près comme toi, mais je suis marié avec quelqu'un qui est pas comme ça. Et je la comprends. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit allô, ouais, en fait, le plaquiste, il est parti. Il a laissé tout en vrac et puis l'oseille aussi. Bah, les gens normaux, ils réagissent pas en bon stress. Hein. Ils se disent, ouah, comment je vais faire? Tu vois ce que je veux dire? L'information, elle est. Bah, par exemple, ta sœur réagit comment quand tu lui dis ça? Je lui en parle pas. Ah, voilà. je peux pas lui en parler parce que je sais qu'elle va pas gérer le stress comme moi. Tu l'encaisses, tu dis pas à ton frère non plus? Non, à personne. Juste tu gères? Ouais. Tu leur as dit à la fin? Je leur dis à la fin, par contre. Ouais. Et heureusement qu'ils le découvrent. Ils disent à chaque fois, mais pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu t'aider, etc. Même pour le billet que tu as sorti en plus. À la base, moi, je me dis que c'était avant tout mon projet. Et qui t'ont aidé? Ils m'ont aidé. Et s'il y a une galère, je dois l'assumer moi-même. Et par exemple, quand ton plaquiste il te lâche ou que ton artisan il t'appelle pour dire qu'il y a une galère ou un retard de chantier, etc. Ok, l'information tu l'as, mais maintenant tu vas en faire quoi? Si tu te morfonds sur toi-même, ça va rien changer. Donc tu peux juste te dire, vas-y, on va essayer de trouver des solutions maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est sûr et certain. Et je comprends à 1000%, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut être pro-solution. Il faut regarder vers l'avant. Il y a cette situation, comment on fait? Tu me vois d'ailleurs souvent dire ça au bureau. Hein. Quand quelqu'un m'amène un truc négatif, je dis ok, ça arrive. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle est la solution? Qu'est-ce que tu me proposes? T'as pas la solution maintenant, on va réfléchir, reviens, on trouve une solution ensemble. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de toute façon d'aborder les choses. Ouais. Mais donc, ok, cool, intéressant. Mais ça, c'est intéressant. Quand tu te fais livrer, t'as pas encore de locataire dedans. Non. Et du coup, comment tu te sens à ce moment-là? Ton chantier est terminé, wow, dopamine. Est-ce que tu es stressé qu'il n'y ait pas de locataire dedans? Non, je ne suis pas stressé parce que par rapport au marché, je sais que mon bien, il est qualitatif. Mais il est vraiment qualitatif. Du coup, je me dis que je vais trouver des locataires plutôt facilement. T'es en report de prêt? Non. Ah là, tu sors tous les mois là. Ouais. Mais celui-là, le premier, en tout cas, je l'ai... Ouais, t'avais pas le choix. Ouais, j'avais pas le choix de le vendre, tu vois. Mais non, quand je me suis fait livrer, j'ai pris des photos rapidement. Directement, j'ai fait des annonces. Je crois qu'au bout de 2 jours, j'avais pas mal de messages sur le Bon Coin. Et après, tu commences à filtrer un peu les profils, etc. T'es pas passé par une agence pour la gestion? T'as déjà toi-même? Non, tout moi-même à distance. Du coup, t'as tout booké le même week-end et après, t'as fait l'aller-retour et t'as vu tout le monde? Bah, au début, j'ai pas fait comme ça. J'aurais dû. Visite par visite? Ouais, au début, je faisais visite par visite et je perdais un temps de malade. En plus, c'est loin, tu vois, de chez moi. Bah c'est à 2h30. Et après, je me suis dit non. D'ailleurs, la première visite que j'ai fait, j'ai trouvé le locataire, donc du coup, je l'ai mis en place. Je me suis dit, c'est pas une visite à perte. Du coup, par rapport à mon premier déplacement, j'étais pas vraiment à perte parce que la visite que j'avais effectuée, du coup, le locataire, il avait été sélectionné direct. Mais je me suis dit, pour les prochaines fois, je veux booker un jour ou un week-end où je ferai les visites avec tous les candidats. En plus, si t'avais le bien qui avait la hype, tu peux te permettre de faire la star. Ah non, mais moi, je le faisais. Hein. Ah, franchement, je le faisais. Même dans mes demandes de documents, je demandais vraiment la totale. Celui qui ne me donne pas les documents en temps et en heure, il sera pas sélectionné. Ouais, bah ouais. C'est ce qu'on dit à nos clients souvent, c'est ok, bon, tu dois t'adapter. C'est-à-dire que comme tu dis, tu vas pas mettre un plateau granit à Avennes-sur-Helpe. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas la population. Mais quand tu comprends ton marché, mais tu es quand même dans le haut de ton marché, ça te permet de mieux louer, de faire attention aux clients, de pas avoir de galère pour louer. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et en vrai, tu es fier aussi de ton bien à la fin, tu vois. Ouais, c'est surtout quand tu as les commentaires derrière des locataires potentiels qui disent j'ai visité au moins une dizaine de biens dans le secteur et il n'y en a aucun comme le vôtre. Ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir, tu es content de ce que tu fournis. Au-delà du produit d'investissement, c'est aussi gratifiant de savoir que tu es un bailleur qui propose ce type de location et les gens vont créer une partie de leur vie dedans, tu vois. Ouais, complètement. On est investisseur, on veut gagner de l'argent, ça c'est cool. Et c'est pour ça qu'on le fait, faut pas se leurrer. Mais il y a aussi, encore une fois, l'envie de bien faire les choses. Ok, trop bien. Exactement. Donc loyer, donc après, tu mets tes loyers dedans, donc là tu fais ta gestion du quotidien. Tu as eu des galères à gérer pendant la location, vu que tu ne le mets pas en agence? Franchement, pas plus que ça. Hein. À part au départ, tu sais, quand tu as des locataires qui vont t'appeler au départ pour te dire qu'il y
y a telle ampoule qui a été mal vissée ou des petites babioles comme ça. Mais sinon, en général, c'est neuf. Donc, tout est prêt à tourner. Les locataires, ils t'appellent rarement. Moi, ils m'appellent rarement, les locataires. À part pour me dire Joyeux Noël ou ce genre de choses. Ok. Ou pour me dire, par exemple, que voilà, ben là, je vais acheter ma résidence principale, donc je vais devoir lâcher le logement. Mais sinon, j'ai pas de difficulté à Pas de gérer. retard de paiement? Non, aucun. C'est Tout le pas monde est à jour au niveau des loyers. Tout le monde paye en temps et en heure. Ils ont vu le grand Renoir, ils se sont dit, vous voyez pas la caméra, il fait 1m96. Ils se sont dit, non, on va laisser tranquille, on va payer à l'heure. Ok, très très bien. Cette flamme-là, comment tu fais pour la nourrir maintenant? Tu dis c'était fort les mots que tu as dit. Tu as dit que l'énergie était morte en moi. Ouais. Comment tu as fait pour refaire cette flamme? Tu en as refait un autre après derrière? Bah, j'ai fait le deuxième, mais pareil, quand le deuxième il s'est terminé, ben, tu perds l'adrénaline qui t'a drivé pendant toute la période d'acquisition. Et après, derrière, j'avais aussi créé ma page Instagram où je commençais un peu à accompagner des gens, conseiller des gens, etc. Avec des vidéos avant-après pour les inspirer. Tu as retrouvé, dans les gens que tu avais accompagnés avant d'arriver chez M Capital, tu as retrouvé cette adrénaline? Non, pas vraiment. C'était pas pareil. Mais par contre, j'ai kiffé. J'ai kiffé accompagner des personnes et les aider, entre guillemets, à acquérir un bien ou alors à mieux se former ou à voir des choses qu'ils n'avaient peut-être pas vues, etc. Ça, j'ai vraiment aimé être dans l'accompagnement, dans la transmission, quelque part. Tu vois. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis ici et que quand il y a eu l'offre, etc., j'ai postulé direct. Parce qu'en plus, là, c'est des clients différents, etc. Donc, c'est d'autres budgets, c'est d'autres... Ça te fait toi aussi te projeter sur une réalité qui est différente. Ouais, Et tout à l'heure, on parlait d'énergie que tu transmets aux personnes, que ce soit les agents immobiliers ou d'autres personnes. Mais là, tu traites avec des personnes qui ont leurs envies, qui ont leur stress. Parfois, c'est leur premier investissement ou alors un couple ou peu importe. Mais tu découvres toujours de nouvelles histoires. Et c'est ça qui est intéressant dans l'accompagnement aussi. Ouais. Tu ne vends pas juste un bien pour les clients, c'est un projet de vie. Ouais. C'est un patrimoine que tu veux transmettre peut-être à tes enfants ou que tu veux commencer à développer pour toi-même. Tu mesures ça quand, que ce soit dans des accompagnements avant ou que ce soit là chez M Capital, quand tu as un client quand vous faites le premier rendez-vous avec Axel et que les gens te expliquent leur projet de vie, comment tu prends cette mission? Tu essayes de te mettre au maximum en fait, dans la peau de l'investisseur. Tu essayes de comprendre où il en est déjà dans son chapitre de vie actuel. Pourquoi il va investir dans l'immobilier? Pourquoi il va investir dans tel bien plutôt qu'un autre? C'est quoi le but final? Si c'est juste pour faire de la rentabilité, ok, tu comprends qu'il y aura un peu moins d'affect. Mais si c'est dans un but patrimonial et dans un but de léguer ensuite un bien à ta descendance, tu peux pas approcher en fait le bien et tes recherches de la même manière. Tu vois. Donc c'est vraiment important, je pense que tu essayes au maximum de te mettre dans la peau du client et essayer de trouver le bien qui répondra vraiment à leurs attentes. Tu vois. Et du coup, toi, c'est la même chose. Quand là, tu trouves quelque chose, tous les dossiers qu'on sort, tu ressens quoi? C'est une satisfaction personnelle d'avoir trouvé. Comment tu te sens? D'ailleurs, je t'ai jamais posé ces questions. C'est simple. Moi, franchement, je suis hyper content quand le client te dit merci. Ça paraît tout bête. C'est quoi le message que tu avais reçu là? Oui, c'était Guillaume Viane et il avait envoyé un message magnifique. Et en gros, il me remerciait pour le travail, pour l'implication, etc. Alors que nous, c'est ce qu'on fait pour tout le monde. Mais quand tu as des clients comme ça qui le notent, vraiment, tu te dis que tu fais pas ça pour rien, tu vois. Ouais. Et que pour eux, ça signifie vraiment beaucoup le travail, l'implication que tu mets pour les clients. C'est incroyable. C'est dommage que c'est pas le cas pour tous les clients parce que tu as des gens qui estiment qu'ils ont payé. Tu vois, moi, j'ai déjà vu des gens qui consommaient un service et qui parlaient mal. Et quand tu leur dis, mais vous n'êtes pas obligé de parler mal, ils me disent, oui, j'ai payé. Ok, mais je ne vois pas le lien entre les deux. Et du coup, quand tu as des clients qui te remercient, alors qu'ils ont payé, parce que aussi tu as des clients qui estiment que comme ils ont payé, ils n'ont pas besoin de te remercier. Moi, je trouve que je donne toujours cette image-là. Je dis, mais quand tu vas au restaurant et que tu commandes, et si tu parles mal à l'entrée, il va te servir ton burger, mais il aura craché dedans au milieu. Ouais. Et il va te servir ton burger au passage. Hein. Et tu auras ce que pourquoi tu as payé. Mais quand tu vas. Tu vois ce que je veux dire? L'image, elle est forte. Mais c'est ça, en fait. Et pourquoi tu arrives à l'accueil d'une entreprise et tu méprises parce que tu viens à rendez-vous avec le CEO, mais ça veut rien dire, ça. C'est débile, en fait. C'est parce que c'est vraiment l'image que tu veux laisser. Et au-delà de ça, c'est comment dire, c'est l'énergie. On revient à l'énergie. C'est avoir un langage impeccable.
ça te permet Pour moi, tu vas avoir forcément des bonnes choses qui vont arriver à toi. Et tu l'as dit tout à l'heure, là, on m'a proposé 2 biens comme ça en off, mais c'est parce que tu as laissé cette impression que des bonnes choses sont venues à toi. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton deuxième investissement? Alors, ça sert à rien qu'on répète, mais peut-être les choses qui se sont passées différemment. Là, tu étais sur 7 lots, des travaux plus importants. Est-ce que tu peux nous parler de ce deuxième investissement voilà. Bah, pour ce deuxième bien, ça s'est mieux passé que le premier. Il y avait moins de galères, entre guillemets. Là, on avait vraiment tous les compteurs séparés. Donc, sur ça, il n'y avait pas de souci. Il était totalement libre d'occupation. Donc, c'était plus simple pour rénover. Pas de grosse surprise. C'était des grands logements cette fois-ci. Et super bien placés. Honnêtement, on ne peut pas être mieux placé, je pense. Et j'avais la chance d'avoir le commerce qui tournait déjà. C'est quoi? C'était une épicerie. Aujourd'hui, maintenant, c'est un salon d'esthétique. Ok. Avec une personne qui entretient hyper bien le local commercial. Donc, non, franchement, celui-là, il s'est franchement très bien passé. Tous tes travaux, les 6 appartements, même chemin, travaux, livraison, t'as géré tes locataires derrière. Je crois que t'en as LCD là-dedans. J'en ai 2 en LCD. Ok, donc ça c'est... Ok. Qu'est-ce qui fait que tu vas en LCD? Comment tu mets le pied à l'étrier de ça? Bon, t'es pas passé par un cabinet d'architecture, mais tu le feras pour tes prochains. Et sûr. Après, ça marche quand même, donc c'est super pour toi. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que tu vas sur le LCD et comment ça s'est passé, ce nouveau challenge? En fait, je me suis dit, j'ai envie de sortir un peu de ma zone de confort. La location classique longue durée, bon, je veux pas dire que c'est facile, mais tu prends pas trop de risques. Et moi, je voulais quand même sortir de ma zone de confort, comme je t'ai dit. Et je me suis dit que sur 6 lots, on peut en mettre au moins 1 ou 2 en courte durée, histoire de tester et faire des thèmes un peu différents pour les 2 logements. Donc, cocooning. Et l'autre, c'est un peu industriel. Tu vois, il y a une moto sur le mur. Donc, c'est un autre délire. Et j'ai voulu tester, comme ça. Et ça marche? Ouais, ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est pas les mêmes chiffres qu'on peut trouver à Deauville ou à Trouville. mais non, franchement, je génère plus que ce que j'aurais généré. Et là, tu gères tout seul aussi? Non, là, par contre, il y a une conciergerie. Là, il y a une conciergerie obligatoire. Ah, ok. Pour les entrées et les sorties, c'est nécessaire. Mais c'est eux qui gèrent la conversation avec les jurys. Ils gèrent tout. Ok, trop bien. Et non, mais après, je sais à quoi tu faisais référence quand tu dis Trouville-Deauville, mais en vrai, t'es pas obligé d'aller dans une grande ville. On l'a vu avec l'outil qu'on a en interne. Tu vois bien que on a des villes pépites qui sortent. Totalement. Et tu te dis, mais c'est quoi ce nom de ville? Grave. Et après, tu vois le chiffre d'affaires qu'il fait. Tu découvres ça toutes les semaines, carrément. Des villes incroyables. Ouais, les formats. Et en vrai, non. C'est parce que il y a évidemment quelque chose, il y a un attrait touristique, économique. Il y a évidemment une raison. Les gens ne vont pas dans une petite ville. J'allais mettre une claque à quelqu'un, mais j'allais aller à Montcoutan dans les Deux-Sèvres pour rien. Tu vois, il y a rien, c'est rien, il y a rien. Et je les adore les gens de Montcoutan. Dans mon passé, j'ai travaillé là-bas et c'était super. Mais il y a rien à faire, tu vois. Donc tu peux faire le Airbnb que tu veux. T'auras un marché. Bien sûr. Tu peux trouver un marché. On parlait des logements à thème. C'est des logements à thème qui sont au milieu de rien, mais le logement à thème est tellement incroyable que le mec il monte dans sa voiture, il fait 45 minutes de route. Complètement. Donc il y aura toujours un marché. Après, c'est à nous de le trouver, de targeter et d'adapter l'achat, la rénovation à ce qu'on va faire. Mais ok, le LCD, c'est là où tu as mis le pied étrier à la location saisonnière. Comment d'ailleurs tu l'approches maintenant? D'ailleurs, comment tu l'approchais? Est-ce que tu avais peur? Tu as dit que tu avais envie de prendre ce risque, tu avais envie d'avancer, mais est-ce que tu avais des a priori? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ta sœur et ton frère avaient des a priori? Comment c'était Non, franchement, aucun a priori particulier. Surtout que, comme je te dis, celui-là, il est vraiment très générateur de revenus, on va dire. Donc, je me suis dit, même si je louais pas les 2 studios en question, je serais au moins à l'équilibre par rapport aux autres appartements, par rapport aux autres rentes. Donc, je me suis dit, allez, c'est du bonus, on va tester. C'est pas grave. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu as vendu le premier immeuble? En fait, le premier immeuble, et maintenant c'est super important, même dans mes recherches pour les clients, je vérifie ça. Quand on a un bien qui est mitoyen des 2 côtés, c'est hyper important en fait de savoir comment sont gérés les biens qui sont mitoyens au tien. Ouais. Tu vois. Et là, en l'occurrence, en fait, on avait un bien qui était laissé à l'abandon. Donc du coup, qui était plus entretenu, la toiture elle était morte, etc. Donc dès qu'il pleuvait, forcément il y avait beaucoup d'humidité. Je crois qu'il y avait une mérule qui avait poussé sur un des murs. Donc ça venait dégrader un peu le mien. Donc après avec mon artisan, on a bricolé un petit peu, on a réussi à stopper l'hémorragie. Mais tu sentais que ça risquait de revenir. Tu sentais les risques? Ouais, dans le futur. Donc du coup je me suis dit... Tant qu'il est propre.
Toi qu'il est propre, désolé, mais on va refiler la patate chaude. Franchement, on a bricolé de manière à ce que normalement ça devrait pas revenir, mais il y a des risques que ça revienne. Ok. Ça causait un peu, tu sais, avec l'humidité, des fois ça prend des petites mousses. Des petits points noirs. Ouais, des petits points noirs dans les communs. Ça va, c'était pas dans les appartements, encore heureux. Mais on sait pas comment ça aurait pu se développer dans le futur, tu vois. Alors après, la mairie, elle a été traitée, parce que du coup, j'ai réussi à contacter le propriétaire et... Je me rappelle, une grosse bataille en plus. Ouais, c'était... Bon, je l'ai menacé, entre guillemets, de faire jouer les avocats, etc. Arrête, tu connais, j'ai durci la voix aussi. Mais finalement, il a été quand même... heureusement, hein, il a quand même fait les travaux nécessaires pour déjà stopper les mérules, etc. Il a un peu bricolé sur sa toiture, donc il a aussi participé à stopper l'hémorragie, mais c'est du temporaire. Ce sera important dans les visites de regarder quand on a des toitures communes, des centres de pluviales. Exactement, c'est trop important maintenant. Tu sais, hein, c'est même d'ailleurs, par exemple, dans des villes où tu sais que tu appelles la mairie et tu regardes si l'immeuble est en arrêté de péril, les immeubles voisins, parce que si tes deux voisins sont en arrêté de péril, ça sent pas très bon pour le tien. Non, c'est sûr. Donc c'est checking qu'on fait au pôle juridique, et que vous faites aussi parce que c'est trop important. Trop important. Ouais, complètement. Ok, très bien. C'est quoi la prochaine étape du coup qui va driver le prochain, c'est tout seul ou c'est encore en famille? Comment vous avancez dans votre stratégie? Honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je suis encore en pleine réflexion. Je voulais le faire en LMNP, donc du coup seul. Mais la SCI Alias, pour moi, ça reste quand même le meilleur véhicule pour investir dans l'immobilier. Rien que fiscalement, pour moi, c'est vraiment une arme de destruction massive, tu vois. Donc, je pense quand même que je resterai en SCI Alias. Mais je pense que dans mon prochain bien, il y aura de la courte durée, c'est sûr. Là, cette fois, je ferai appel à un cabinet d'architecte. On va essayer de faire les choses vraiment bien et je veux vraiment faire quelque chose de très, très, très qualitatif. Okay. Mais je vais prendre mon temps pour trouver le bien, je ne vais pas me presser. Mais en tout cas, l'idée dans ma tête, elle est très, très claire. Ok, super. Donc, je sais qu'il y avait aussi cette notion de plaisir pour le prochain, ou peut-être même de pouvoir y aller de temps en temps. Il y avait ça, non? Ouais. J'ai envie que ce soit déjà un secteur où je peux aller pendant les vacances, passer un week-end, etc. Donc, une zone assez attractive. Mais oui, clairement, je veux vraiment faire... pourquoi pas un mixte de longue durée et de courte durée si c'est un immeuble, mais il y aura clairement de la courte durée, c'est sûr. Mais tu n'étais pas plus sur une maison de base, une grosse maison? Je voulais une maison, mais j'aime trop les immeubles aussi. Donc je pense qu'au final, ça restera, en tout cas pour l'instant, à l'heure actuelle où je te parle. Ou alors une petite longère avec plusieurs immeubles, avec plusieurs maisons. Ouais, pourquoi pas, franchement. C'est pas mal ça aussi. Hein. Franchement, pourquoi pas, mais... Surtout dans le secteur où tu veux aller. Ouais. Si on trouve go, hein, franchement. Moi, j'aime bien ça, petit corps de ferme longère, petite maison attenante. Si on trouve, moi j'y vais direct. Si on trouve, j'y vais direct. Dans l'autre sens. Moi, tout ce que je ne veux pas, comme d'habitude, c'est la copro. Moi, je veux pas de copro. Donc, il faut que ce soit maison, longère ou immeuble de rapport. Ok, trop bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter par rapport à ton parcours? Par rapport au parcours, non. Mais par rapport aux personnes qui vont regarder, tu sais, tu as toujours des personnes qui vont dire « Ouais, mais l'immobilier, c'est risqué. C'est compliqué. Imagine, les gens, ils payent pas le loyer. Il y a trop de risques, etc. » Mais pour moi, le plus gros risque, c'est de ne pas en prendre. Parce que tu vas subir l'inflation, tu vas subir le report du départ à la retraite jusqu'à 70 ans. Tu n'as rien pour te prémunir de tout ça. Et l'immobilier, on le disait tout à l'heure, ça a dépassé l'épreuve du temps. Pour moi, ne rien faire aujourd'hui, avec tout qui augmente, Je suis complètement d'accord. Je fais en ce moment pas mal de posts sur LinkedIn sur le sujet. Je peux que valider. Au bout d'un moment, je trouve même que c'est kamikaze, ou on pourrait suicidaire, le mot est fort, mais suicidaire en termes de suicide patrimonial, le suicide de qu'est-ce que je vais faire dans l'anticipation de ma dernière vie. Parce que c'est ta dernière étape de ta vie, la retraite. C'est là au moment où tu as travaillé pendant une 2/3 de ta vie. Tu n'as aucune garantie sur le dernier tiers. Tu n'as aucune garantie de manière générale, mais sur le dernier tiers, on a un peu plus de risques. Et c'est le moment où, sur ce tiers-là, tu as un tiers. Donc on va dire le 74, où tu vas pouvoir te faire plaisir. Voyager, faire plaisir avec tes petits-enfants, les emmener à Disney, kiffer quoi. Et ça, on est en train de nous l'enlever. Mais là, on fait les surpris, mais au bout d'un moment, on le savait ça. Tu regardes, là, je regardais quand ils ont mis en place en tout cas, quand tu prends en 1960, tu avais 4 actifs pour un retraité.
Ça fonctionne. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs par retraité. Et encore, c'est les chiffres qu'ils ont bien voulu nous donner. Donc on voit bien que ce modèle ne fonctionne plus. Non, il tiendra pas. Il tient pas dans la durée. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On voit qu'autour de nous, tu vas avoir un pays comme le Danemark qui est en train de repousser la retraite 70 ans pour 2040. Tu vois l'Allemagne, c'est une folie, hein. J'ai regardé ça avant là, qu'on fasse le podcast. Tu vois l'Allemagne qui demande une taxe de solidarité de 10% pour les gens qui ont des retraites de plus de 900 euros. J'ai une retraite de 1000 euros, on me reprend 100 euros, on prend 10%. Je traite toute ma vie pour gagner 1000 euros et on me prend 100 euros. Solidarité, mais comment ça? J'ai déjà été solidaire. J'ai cotisé toute ma vie pour payer aux gens devant. Et maintenant, tu es en train de me dire que je dois re-être solidaire. Je comprends pas en fait. Ouais. Faut m'expliquer. Tu vois, attends, je vais continuer parce que ça s'arrête pas là. L'Allemagne, Pays-Bas, Suède sont en discussion avancée pour aussi porter à l'âge de 70 ans, juste un peu plus tard que le Danemark. Bah, t'as le UK aussi qui sont en train de réfléchir à augmenter l'âge et à peut-être arbitrer différemment la rétribution. Ouais, bah tu vois, regarde, quand tu as toutes ces infos-là, comment tu peux pas te dire mais attends, mais moi je peux lever de l'argent à la banque, ça se trouve je peux lever 150, 200 000. Comment tu vas pas te dire vas-y, je vais à la banque, je vais voir combien je peux lever pour investir dans l'immobilier, combien je peux utiliser en termes de capacité d'endettement, etc. Mais en fait, les gens, on leur a vendu. T'étais scolaire, toi? Si j'étais scolaire, ouais. Oh, ça va, je me débrouillais. Ok. Quand tu suis un système scolaire, on nous a vendu une belle histoire, comme quoi fallait être bon à l'école, fallait avoir son bac, fallait aller faire des études, maintenant payant. On rentre dans un modèle très américain. Tu payes ton école. Quand tu vas sortir de l'école, tu vas rembourser ton école. Déjà, on va te mettre un peu de pression, comment dire, fiscale, enfin pression sur ton quotidien. Et puis, tu vas acheter ta résidence principale. Tu vas te marier, tu vas prendre ton Labrador. Tu vas te mettre à 35% d'endettement. Tu paieras tes petites vacances. Et puis, tu vas travailler. Et à 62, 64... 70 pour certains pays qui sont pas loin d'une autre et qui ont des modèles économiques aussi avec la même solidité. Et tu vas travailler jusqu'à là. Et après, tu pourras kiffer. Avant, on nous avait dit les 10 années, parce qu'après, bah, ça va être un peu plus compliqué pour kiffer. Surtout qu'on est dans une ère... je passe pour un mec qui fait que se plaindre et qui est pas ouf, mais tu vois, et on est dans une ère où on mange pas très très bien parce que c'est de plus en plus cher. Parce que pareil, on s'américanise, donc ça coûte moins cher de manger dehors. Donc évidemment, c'est plus facile de manger dehors. Et donc ça aura des conséquences évidemment. Voilà. Et donc là où je te rejoins maintenant, mais faut comprendre, c'est que ces gens-là, on leur a fait une promesse. Et donc là, il faut qu'ils se disent, ok, on m'a menti. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà. Mais c'est ce que j'allais dire. Mais en fait, maintenant que tu sais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Mais si on part, on se dit qu'au prochain président... Ouais, mais c'est ce président. Ouais, c'est ce président. Je le dis à chaque fois. Non, le prochain, il va faire un effort. Moi, je vais voter pour lui. Il va régler ça. Mais quand est-ce qu'ils vont arrêter de mettre leur destin dans la main d'une tierce personne? Exactement. D'une tierce personne qui a rien à foutre. Ouais. Qui veut... Cette tierce personne-là, elle est là pour ses intérêts. Ils vont pas résoudre leurs problèmes de toute manière. Elle est là pour ses intérêts. Exactement. Donc, à la fin, on est tous les deux d'accord pour dire... C'est ta responsabilité. Tu peux pas dire « Oh, je me suis fait flouer ». Ça fait 70 ans que tu as le temps de te poser la question. 60 ans. D'un moment, allez, 60 ans, j'abuse. Parce qu'il y a tes 20 ans d'école. Ça fait 40 ans que tu as vu voir le truc venir. Pourquoi tu fais rien? D'un moment, bah non, tu prends ton courage à deux mains. T'arrêtes de subir la situation parce que on subit la situation. C'est facile de se dire « Oh, c'est des cons, ils sont en train de nous banane. Allez, je remets Cyril Hanouna. » Mais qu'est-ce que tu fais? Ah mais clairement. Ah ouais, mais le soir, le week-end, ou alors il faut que je prenne des rendez-vous pour que j'investisse. Pourquoi le Pinel ça marche? C'est bon, le banquier lui a dit qu'il n'y avait pas de risque, que c'était sécurisé. Vous avez 300 € d'impôt, allez, je peux vous le dire. Je peux les gommer. Et c'est packagé. Hop. Allez, tiens, regarde, beau package de la banque. Mais parce que c'est pour les feignants. Ou les gens qui veulent pas prendre de risques. On en prend, parce que c'est catastrophique d'acheter un Pinel. Mais c'est tellement bien packagé, produit de l'État, que en fait pour Monsieur Tout le Monde c'était parfait, tu vois. Et je sais pas, d'ailleurs je te pose la question, qu'est-ce que tu penses, peut-être dans ton entourage ou des gens que tu as coachés, qu'est-ce qui fait que ces gens ont ces croyances
Et qu'est-ce qu'on doit faire pour débloquer ça chez eux? Tu l'as un peu dit tout à l'heure quand tu parlais, c'est que c'est le modèle qu'on nous a vendu depuis tout petit. Va à l'école, obtiens ton diplôme, si tu as un travail, tu seras heureux, achète ta résidence principale, etc. Pour beaucoup, il y a un manque d'informations. Donc, ils ne savent pas, par exemple, comme moi au départ, que tu pouvais acheter un immeuble de rapport avec... Tu pouvais faire un achat de 4 appartements une fois. Et après, pour beaucoup, il y a aussi la crainte. Il y a la peur. Est-ce que je vais pouvoir rembourser mon crédit? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que l'investissement que je vais réaliser, il est bien? Tu as toujours des craintes. Il y en a, c'est manque d'informations et craintes. Mais tu vois, ça, je trouve ça fou. Et moi, je trouve que les gens, du coup, préfèrent vivre dans le déni. Ah, mais oui. Parce qu'en vrai, il a son emploi. Il y a son employeur en face. Mais qui lui garantit que son employeur va lui donner son salaire le mois prochain? Moi, c'est ma responsabilité de vous donner un salaire tous les mois. Mais il faut faire avancer la machine. Bien sûr. Tu as des grosses boîtes, des Michelin qui ferment, d'où M Capital n'est pas à l'abri de fermer. Dieu merci, tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas. Il y a une éventualité. D'ailleurs, c'est ce qui rend le succès. Nous, on est anciens sportifs, c'est ce qui rend la victoire savoureuse. C'est que le fait que tu avais une option de perdre. Sinon, ce serait pas marrant. Non. Donc, à la fin, ils en prennent des risques tous les jours. C'est pas les mêmes. Moi, je pense qu'ils décident de ne pas les voir. C'est plus simple. C'est plus facile pour eux. C'est plus agréable. Ouais, c'est plus facile. C'est plus confortable. Ouais. Mais du coup, c'est un peu dur ce que je vais te dire. T'as pas à te plaindre à la fin. Bah oui. Non, mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu peux le faire, honnêtement, si tu peux lever de l'argent à la banque, que tu sais que ça peut être une solution pour toi et que ça peut être des revenus complémentaires que tu vas te générer et qui vont te faire du bien, surtout à la retraite, comme on en parlait tout à l'heure. Si tu sais ça, mais que tu le fais pas, mais tu vois, tu te mens un peu à toi-même. C'est sûr et certain. Et tu vois, tu as dit un truc où tu as été bienveillant. Mais moi, là-dessus, je le suis comme tu le sais. Mais j'ai plus envie de trouver des excuses aux gens. Tu as dit, si tu peux le faire. J'ai même pas envie de m'étaler là-dessus. Mais moi, je l'ai fait. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Au bout d'un moment, tu peux commencer à un niveau. Au bout d'un moment, tu as trouvé des solutions, toi. Tu n'avais pas de CDI, tu as demandé à tes frères et sœurs. Tu aurais pu demander à des potes, tu aurais pu aller réfléchir, d'aller faire des soirées d'investisseurs pour trouver des associés. Tu aurais pu, au pire, trouver un CDI. Ou alors, si vraiment tu es un vrai... Tu as plein de choses à faire. Je mets de côté, j'ai un deuxième job le week-end. Mais ah ouais, mais c'est beaucoup quand même. Ok, mais chacun est à son niveau. Tu es né à un niveau, dans un environnement. Et tu vas faire quoi? Tu vas te morfondre, comme tu as dit tout à l'heure. Non. Ok, je suis à ce niveau-là. Qu'est-ce que je fais pour aller au niveau du dessus? J'ai une question maintenant pour toi. Est-ce que tu penses du coup que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tu penses que tout le monde est fait pour être, par exemple, entrepreneur ou investisseur ou prendre des risques? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Quand je dis qu'aujourd'hui, pour moi, tout le monde doit investir. C'est pas devrait. Doit investir. Les informations qu'on a données tout à l'heure, tout le monde doit investir. C'est-à-dire que tu vas chez le médecin généraliste, pourquoi tu vas pas voir un conseiller en gestion de patrimoine? Pourquoi tu vas pas voir un avocat fiscaliste? Pourquoi tu vas pas voir une société comme la nôtre? Tu prends soin de ta santé. La santé financière. Parce que crois-moi que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'ils aillent se faire foutre l'autre avec leurs phrases. Parce que évidemment que ça contribue. Et fortement. Et encore plus dans la conjoncture actuelle et le chemin qu'on est en train de prendre. En tout cas, moi, je joue pas avec cette phrase. Ouais. Tu vois? Du coup, est-ce que tout le monde est fait pour être entrepreneur? Non. Sûr et certain. Est-ce que tout le monde est fait pour être investisseur? Oui, mais il y a plusieurs niveaux d'investisseurs. Si tu n'as pas le temps, c'est nos clients. Ouais, t'as pas le temps, concrètement. t'as pas l'énergie, tu veux pas apprendre parce que t'as pas le temps d'apprendre et t'es déjà en train de te concentrer soit sur ta carrière, soit sur ta zone de génie, soit sur ta famille, sur d'autres sujets, tu peux mandater des gens pour le faire. Et donc c'est ce que font d'ailleurs les gens qui ne sont pas investisseurs. Ils mandatent parce qu'ils n'ont pas envie ça les intéresse pas, ils n'ont pas envie de négocier, ils ont pas envie d'aller faire les visites le samedi, ils n'ont pas envie de gérer un entrepreneur, ils n'ont pas envie de gérer le financement. Enfin bref, ils n'ont pas envie de gérer tout ça. Ils achètent juste un accompagnement et d'ailleurs tu vois bien, on a plein de clients qui visitent même pas. Ouais, grave. Parce qu'ils achètent un actif. Ils n'achètent même pas un investissement immobilier, ils achètent un actif de la classe immobilière. C'est tout. Pragmatique, froid. Mais ils ont raison. Encore une fois, pour moi, ça devrait même pas être une question. Ça doit être obligatoire. Tu sais que tu auras une retraite tardivement et faible. On voit la Grèce qui a pris des moins 20%, moins 20%, moins 20%. Ils sont en train de parler de la semaine de 6 jours. Eh oh, connectez-vous là.
Donc moi, je vais mettre mon destin dans la main de gens que je connais pas, qui ont travaillé 6 mois en tant que ministre et qui maintenant qui ont une retraite à vie. Moi, je vais faire ça. Mais c'est moi le fou maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi le fou. Je pourrais pas pointer du doigt. Bon, lui, il sera sur une plage et moi, je suis là en mode ah. Et ça fait les vieux rajouts d'internet que tu vois et créer des posts toute la journée. Mais au bout d'un moment, les gars, vous avez un choix à faire à un moment. Donc, tu vois, on prend le petit Mario alternant chez nous qui est en train d'investir 21 ans. À 41 ans, son bien est remboursé. Ouais, 41 ans. Et il va pas en faire qu'un. Son bien, il est remboursé. Qui va suivre la tendance. Mais c'est trop bien. T'imagines, à 40 balais, c'est terminé. Ça veut dire que tu vas continuer à aller faire ton travail, tu vas continuer à être... Mais t'iras pas avec la même énergie. Tiens, je continue à travailler, mais en fait, pourquoi? Parce que je continue à travailler pour continuer à en acheter. Même mon banquier, il va plus me voir de la même manière. Taux d'endettement, il va même plus il s'en fout, il va me voir comme un investisseur, il va accepter d'aller au-delà des 35%. Donc, pour répondre à ta question de manière plus courte, je pense pas que tout le monde est entrepreneur et investisseur. Mais je pense qu'il y a plusieurs degrés d'investisseurs et qu'il y a le premier degré, il est nécessaire. C'est une nécessité qui devient même vitale. Parce que vivre avec 600 €, avec 800 €, c'est pas des lol. Hein. Donc, pour moi, voilà, je suis assez tranché sur ça. Mais c'est de la bienveillance, tu vois. Et c'est pas du FOMO, passer avec M Capital. On s'en fout de ça. Passez à l'action, de votre côté. Tout court. Passez à l'action. Parce qu'il y a des gens qui auront besoin de nos services, il y a des gens qui le feront tout seuls. Mais faites-le. Et faites-le le plus tôt possible. Parce que, ayez une critique constructive. Et soyez capable de faire 10 pas en arrière et de regarder les situations. Ah non, mais le banquier, pourquoi vous achetez un immeuble en premier? Vous devriez acheter une résidence principale. Ah oui, j'achète une résidence principale, du coup je suis bien à 35% et du coup tu me prêteras jamais rien. Alors que si j'achète mon immeuble, mon premier et mon deuxième immeuble et après je vais acheter ma résidence principale, quand je viendrai à acheter un autre investissement, tu continueras à me prêter parce que tu me verras comme un investisseur. Exactement. Mais ça, tu vas pas me le dire au premier rendez-vous. Hein. Mais ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi l'éducation. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir avoir un avis constructif, tu vas pouvoir te prémunir des gens qui sont là pour gagner de l'argent sans mettre l'éthique et le client au centre de leur service. Mais ça, c'est le monde des bisounours. Enfin, même moi, par exemple, je préfère travailler avec un client qui est éduqué. Quand on en a des clients qui sont pas éduqués, mais vous savez très bien, nous, on est pro-client éthique, mais en vrai, c'est mieux de travailler avec un client éduqué. Au moins, il comprend, on est d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que tu veux, sois juste objectif. Là, tu t'es plus objectif sur ce que tu es en train de demander. Il y a des réalités de marché. Bam, on avance plus vite, tu vois. Mais, et du coup, qu'est-ce que tu dirais à ton enfant qui est une page blanche, qui a un disque dur, qui ne s'est pas encore fait matrixer le cerveau par un système scolaire et système de manière générale? Comment tu lui expliquerais simplement ce que c'est le levier, quelle est l'importance et pourquoi il doit le faire? Qui n'a pas encore ton enfant là tu parles là, imagine devant toi, là, tu regardes la caméra, tu imagines un enfant de 6 ans et tu dois lui expliquer, mais simplement. Je dirais que, sans rentrer vraiment dans les détails, que l'argent c'est de la dette. Que tu peux lever de la dette plus facilement que tu ne le crois, qu'avec un tu peux acheter 10 et que derrière si tu veux t'enrichir ou juste créer un patrimoine et ensuite le développer, l'immobilier c'est un des meilleurs leviers pour ça. Toi, si tu vois un enfant là devant toi et que tu dois lui expliquer l'immobilier ou le levier bancaire, la manière de s'enrichir à un enfant qui n'a pas encore connu le système éducatif classique traditionnel, tu lui dirais quoi? Je l'essaierai avec la bienveillance d'un papa, on va dire que c'est mon enfant. J'essaierai évidemment de le prémunir et de le préparer pour la vie et de lui expliquer qu'aujourd'hui, quand on travaille, on vend notre temps. Que ce soit un employé ou un entrepreneur, c'est la même chose. Hein, on vend notre temps, mais qu'il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Et que parfois, l'argent, il peut travailler pour nous. En gros, on est en train de lui expliquer que c'est un actif. Mais c'est pas. Donc que l'argent, parfois, il peut travailler pour nous. Et une des façons de faire travailler l'argent, c'est que la banque, il nous voit comme une personne qui a réussi sa vie et qui a un travail solide, sûr. Et quand on a ce travail qui est sûr, on peut l'avoir par les études ou on peut l'avoir par quelque chose qu'on a créé, par l'entrepreneuriat, par des métiers de sens, militaire, infirmière. Ça, on s'en fout. Ça, c'est ce qui va lui le passionner. Moi, je lui dirais à mon enfant, va dans ce qui te passionne. Bien sûr. Parce que si tu fais quelque chose à fond et que tu te passionnes par quelque chose, tu vas réussir, de toute façon. Et donc, quand tu auras cette passion et que tu auras ce travail qui t'amènera cette garantie, le banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Tu l'as très bien dit tout à l'heure. Si je lui amène 1, il me donne 9 et j'ai 10. Comment ça, il te donne 9? Bah,
comme je lui donne la garantie de lui donner 1, il me dit ok, je vais te prêter 10. Tu vas pouvoir aller acheter cet immeuble. Et là, c'est là la magie. Dans cet immeuble-là, il y a des gens qui ont besoin aussi d'avoir une maison et ils vont se loger dans ton immeuble. Quand ils vont se loger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te donner des loyers tous les mois. Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces loyers? Tu vas aller voir le même banquier et tu vas lui rembourser les 9 qu'il t'a prêtés. Et si tu fais ça, et tu le fais plusieurs fois, tu te rends bien compte qu'en fait, tu as fait l'effort pour amener les 1 sur la table et pour amener une situation parce que tu as un travail maintenant. Et grâce à ça, dans 20 ans, tu n'auras même plus besoin de donner les 9 au banquier. C'est-à-dire que tu auras les 10 dans ta poche à chaque fois. Et grâce à ça, tu seras plus dépendant d'un système, d'un patron, de ta société, de ton temps. Parce que plus on avance dans la vie, plus le temps il devient qualitatif, plus on commence à le respecter et moins on en a. Donc quand on en a de moins, il a de la valeur. Et donc on veut en avoir de plus en plus à notre disposition pour le passer avec notre famille, avec nos amis ou avec nous-mêmes. Et donc du coup, on va sur cette quête du temps. Et cet investissement du départ, les sacrifices qu'on va faire au départ vont nous amener ce temps. Évidemment, le moyen c'est l'argent, mais nous on va le gagner en temps. On pourra peut-être passer à 80% au travail. Et si on a vraiment envoyé, on pourra même ne plus travailler. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, parce que tu vas devoir mettre des apports, tu vas devoir créer cet argent. Tu auras peut-être 2 travails à un moment, même 3 travails à un moment. Mais si plus tôt tu vas le faire, vers 40-45 ans, si tu as 10 000, 15 000 euros de loyer qui tombent, ta vie elle est différente. Donc, pour clôturer, il faut planifier, il faut avoir un plan. Un plan, c'est quoi ton plan? Et après, ça, c'est au-delà de l'investissement, mais c'est faire les choses avec passion. Avec passion parce que à partir du moment où, pour moi, encore une fois, c'est dur parce qu'il y a des gens, je pense, qui font des jobs alimentaires, tu vois. Et tu es obligé de respecter parce qu'ils ont une famille à nourrir et ils sont là-dedans. Bien sûr. Mais pour moi, tu dois mettre de la passion dans ce que tu fais. Et si tu mets de la passion, tu vas réussir. Tu seras successful, tu vas bien gagner ta vie, tu seras heureux, tu seras épanoui parce que tu vas mettre du cœur dans ce que tu fais. Et tu vois ça dans tous les métiers. Et moi, c'est ce que je dirais à mon fils. Du coup, je lui dirais kiffe, mets de la passion, fais les choses bien. Et à force, tout va revenir positivement. Tu vas te manger des vagues de positif.